Bonjour à tous. La fonction de directeur médical de crise est inscrite en fait dans le plan blanc hospitalier. Ce n'est donc pas une surprise. Le directeur médical de crise agit aux côtés du directeur général de l'assistance publique. Il analyse la crise du point de vue médical. Il organise la réponse médicale à la crise. Il collige les informations. Il suscite des questions. Il aide aux décisions de la cellule de crise. Parfois, il est amené à prendre des décisions dans l'urgence. Bref, il participe au pilotage de la crise avec parfois des arbitrages à prendre. Le directeur médical de crise est aussi en charge de la sortie de crise qui s'annonce au moins aussi complexe que la crise elle-même. Très vite, dans cette crise sanitaire d'une ampleur sans précédent, Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique, m'a proposé cette fonction et je l'ai acceptée. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la capacité de l'assistance publique Hôpitaux de Paris à se mobiliser d'une part, à basculer tous ses efforts vers la gestion de cette crise et à s'organiser avec une très grande rapidité. Quelque part, je revis là l'élan qu'il y a eu lors des attentats du 13 novembre 2015 et avec une différence majeure, c'est la durée elle-même de la crise qui dépasse les quelques jours que l'on avait connus pour être dans la durée de semaines, voire de mois. Le dispositif rapidement mis en place comporte en fait la nomination de directeurs médicaux de crise dans chaque groupe hospitalier et sur le groupe hospitalier Sorbonne, AP-HP Sorbonne Université, c'est le professeur Mathureau qui occupe cette fonction et aussi un directeur médical de crise dans chaque site hospitalier. C'est par exemple Pierre Osfater à la Pitié-Salpêtrière, Thibault Le Carpentier à Trousseau, Hélène Boulet à Thonon, Éric Potas à Charlefoix, Anne-Sophie Grancher à Rothschild et Jennifer Sobotka à Saint-Antoine. La cellule de crise AP-HP elle-même se réunit tous les jours, matin et soir, et réunit une soixantaine de médecins de spécialités différentes, de présidents des CMEL et puis de directeurs. L'ambiance y est excellente, studieuse, clairement bienveillante et tendue vers l'identification des difficultés, leur anticipation et la résolution de l'ensemble des problèmes. Mais il y a aussi des cellules de crise sur chaque groupe hospitalier qui se réunissent également quotidiennement. Je dispose aussi de groupes de travail qui sont capables de rédiger à toute vitesse des fiches techniques, des recommandations qui sont ensuite validées, distribuées à toute la PHP et même au-delà, puisqu'elles sont disponibles pour toute la France sur un site approprié qui est en accès complètement libre. J'ai bien sûr participé aussi aux évacuations sanitaires de grande ampleur, comme par exemple l'évacuation aérienne qui a utilisé le hub de l'aéroport d'Orly qui était fermé, ou plus récemment, en lien avec le professeur Pierre Carly du SAMU zonal, le SAMU de Paris, l'évacuation sanitaire avec les TGV, qui est une grande première en France et sur le plan international, et qui se sont déroulées de façon excellente. Alors, effectivement, on a rencontré pas mal de difficultés qu'il a fallu résoudre. La première, c'est clairement de pouvoir disposer de suffisamment de lits de réanimation pour les patients les plus graves. Notre hantise était à tous d'avoir à choisir entre un patient à réanimer et un patient à ne pas réanimer. Heureusement, grâce à une mobilisation assez incroyable, nous avons pu éviter cela. Nous avons pu sans cesse repousser les murs, ouvrir un nombre de lits de réanimation que nous ne pensions pas possible d'ouvrir. Chaque soir, je me rappelais la parole de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est exactement cela qui s'est passé.
On a réussi à utiliser chaque possibilité à la PHP et en Île-de-France, transformer des blocs opératoires, des salles de surveillance post-interventionnelle en réanimation, ouvert des réanimations adultes dans des sites pédiatriques, ouvert des réanimations dans des cliniques privées qui ont réorienté leurs activités vers cette activité de réanimation exclusive. On a pu ainsi passer de près de 700 à 800 lits de réanimation en Île-de-France à plus de 2800, ce qui est considérable. On a pu ainsi offrir à tous les patients réanimatoires la même chance de survie. Pour optimiser ces places de réanimation, chaque soir, il a fallu aussi transformer des outils qui existaient mais n'étaient pas opérationnels en outils remarquables pour à la fois mutualiser sur l'Île-de-France et informer en temps réel tous les sites sur les places de réanimation existantes. Il a fallu aussi innover en organisant de nouvelles structures pour la prise en charge des malades hospitalisés mais pas encore suffisamment graves pour aller en réanimation, ou pour prendre en charge des patients en post-réanimation et les faire sortir le plus rapidement possible de réanimation pour en accueillir de nouveaux. Ça a été quelque chose d'assez essentiel. On a dû faire face aussi à une pénurie de médicaments, de matériel qui a été une crainte incessante et le reste encore aujourd'hui. Les directions hospitalières ont fait ici un travail assez exceptionnel pour en limiter les effets, trouver des solutions à ces problèmes. Les réanimateurs et les anesthésistes réanimateurs ont aussi élaboré des recommandations pour permettre de limiter la consommation de ces médicaments de réanimation pour optimiser leur utilisation. Enfin, dans l'ensemble de cette activité, il a fallu prendre du temps pour expliquer les décisions, les arbitrages, obtenir l'adhésion de tous, obtenir un changement de comportement face à une crise qui dure et qui impacte à la fois les hôpitaux, mais aussi la société. Il a fallu passer d'un raisonnement individuel, mon patient, mon service, mon hôpital, à un raisonnement collectif, avec des énonciations de priorités, avec des choix parfois difficiles, et un mode d'action beaucoup plus rapide, y compris dans l'application des décisions qui pouvaient être prises. La première, la plus importante, c'est le confinement. Même si j'aurais préféré que cette mesure soit prise plus tôt, il faut souligner qu'il n'y a pas d'alternative au confinement et les pays qui l'ont appliqué avec retard ou pas encore vont devoir le payer probablement très durement en termes de surmortalité. Deuxièmement, bien sûr, les gestes barrières, la distanciation sociale qui sont rappelés sans cesse sur les spots télévisés et qui sont très importants. Mais clairement, ce n'est probablement pas suffisant. Et aujourd'hui, il est probable que nous soyons dans un plateau et pas dans une descente de l'épidémie, ou du moins pas dans une descente suffisamment rapide. Ce qui laisse envisager une décroissance beaucoup trop longue. Or, un confinement prolongé va être difficile à supporter socialement et économiquement. Et un déconfinement trop précoce serait la cause d'une reprise de l'épidémie avec son lot de décès surajoutés. Il faut donc faire beaucoup plus que ce que nous faisons aujourd'hui, ce qu'explique d'ailleurs très bien Renaud Piarou, le parasitologue de la Pitié-Salpêtrière. Il faut repérer les patients atteints, ce que nous faisons depuis le départ avec les appels au SAMU Centre 15, avec la consultation chez les médecins généralistes, avec la visite au service d'accueil des urgences. Mais l'observation ne suffit pas, il faut pouvoir agir sur ces patients, peu ou pas symptomatiques, en les isolant correctement, en les aidant à protéger leur entourage familial et social.
Aujourd'hui, ces patients ne reçoivent pas de masque, ni soluté hydroalcoolique, ni proposition d'hébergement. Comme le dit très bien Renaud Piarou, il faut casser les chaînes de transmission. Cette épidémie est une épidémie comme les autres et nous avons oublié les principes de base que Renaud Piarou a su appliquer en Haïti dans la terrible épidémie de choléra. Voilà ce qu'il convient de faire maintenant pour pouvoir obtenir une décroissance la plus rapide possible de l'épidémie, qui est le seul gage permettant un déconfinement sans risque. Alors, personnellement, j'ai eu beaucoup d'échanges avec Wuhan en Chine, puisque le chef de service de l'hôpital Zhongnan, des urgences de l'hôpital Zhongnan à Wuhan, est le professeur Yan Zhao, qui a exercé aux urgences de Tenon, puis de la Pitié-Salpêtrière, et je le considère comme mon élève et mon ami. Il a vécu l'épidémie dans son épicentre, en Chine. Une équipe de recherche de Saint-Antoine, avec Gilles Eschblum et Pierre-Yves Bouel, travaille avec les médecins de Wuhan actuellement sur la modélisation des durées de réanimation, qui est un des paramètres très importants pour pouvoir planifier ce qui est nécessaire face à cette épidémie en réanimation. Nous avons pu échanger très tôt sur l'imagerie par scanner, par exemple. Clairement, ils sont en train de sortir de la crise et nous discutons régulièrement de cette phase de sortie de crise. Il faut retenir les leçons de la Chine, comme le montre très bien l'article récent du Monde avec l'interview du professeur Zhao. La Chine est en avance de phase sur nous, sur le plan épidémique, et tout ce qui s'y passe acquiert une valeur cruciale pour nous avec quelques semaines d'avance. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder avec attention. Les réanimateurs ont beaucoup échangé avec leurs collègues d'Italie ces derniers temps, et surtout les revues internationales sont un lieu d'échange des connaissances très important. Et toutes ces revues scientifiques se sont mis aussi en mode de gestion de crise avec des publications rapides, des échanges d'informations extrêmement importants pour comprendre ce qui est cette nouvelle épidémie avec un nouvel agent qu'on ne connaissait pas jusqu'ici, qui est le Covid-19. Alors, les facultés de médecine, et particulièrement celle de Sorbonne Université, sont très impliquées et mobilisées dans cette crise. D'abord sur la recherche s'est mise aussi en mode de gestion de crise, avec une rapidité d'évaluation des projets, une obtention des autorisations réglementaires et même un rythme d'inclusion des patients dans les essais assez incroyable. Les idées foisonnent pour trouver des solutions thérapeutiques, proposer des innovations ou simplement produire de la connaissance autour de ce nouveau virus. Il n'y a pas que la recherche clinique, mais aussi de la recherche fondamentale, biologique, épidémiologique, de la modélisation de l'épidémie et les sciences humaines et sociales qui se mettent aussi à travailler à un rythme effréné face à cette épidémie de coronavirus. La faculté de médecine a lancé un appel à projets de recherche sur le Covid-19 et parmi les 36 projets soumis ont été retenus 9 projets par le jury en un temps extrêmement bref pour un montant total de 500 000 € qui ont été libérés très rapidement par le président Jean Chambaz. La faculté des sciences est en train de nous suivre également sur cette voie. Il faut noter également le renfort de chercheurs de nos UMR et des autres facultés de Sorbonne Université pour venir renforcer des équipes de recherche qui travaillent sur Covid-19 ou pour renforcer les laboratoires de biologie hospitalière. Il y a eu par ailleurs une mobilisation assez extraordinaire des étudiants de santé qui ont accepté d'être redéployés, d'assurer des fonctions d'aide-soignants, d'aide-infirmiers, de renforcer les équipes du SAMU Centre 15 pour réguler les appels innombrables qu'ils recevaient,
ou de participer à la cellule Covidom sur le campus Picpus qui suit pas moins de plus de 40 000 patients à domicile en télémédecine. Alors clairement, leur mobilisation ne m'a pas surpris, les connaissant, mais c'est juste extraordinaire et je tiens à leur témoigner et mon admiration et ma reconnaissance. Enfin, l'administration n'a pas été en reste, se mobilisant pour assurer la continuité de la vie, même réduite, de notre faculté, assurer la paye, les commandes indispensables, ce qu'on appelle le plan de continuité d'activité. Mais ils ont fait encore plus, comme inventer et organiser des examens à distance, organiser des téléconférences, créer des objets utiles aux soins avec les imprimantes 3D, distribuer des masques pour nos externes et internes de médecine générale et plein d'autres actions qui ont été juste essentielles à la vie de notre faculté dans cette mobilisation. Plusieurs réflexions me viennent spontanément et dès maintenant, mais il faudra certainement une analyse à distance plus approfondie des implications multiples de cette crise. Nous assistons à une mobilisation exceptionnelle du service public et de tous ses acteurs à la hauteur de cette crise sanitaire mondiale que nous vivons. Il faudra s'en souvenir, une fois la crise passée, que les pouvoirs publics témoignent de leur reconnaissance pour les efforts surhumains qui ont été faits et en tiennent compte pour les crises suivantes qui ne manqueront pas de venir. L'hôpital a longtemps ignoré la gestion de crise, alors même que la crise y est beaucoup plus prégnante, puisqu'elle touche les plus fragiles d'entre nous, les hommes et les femmes malades. C'est en train de changer avec la réponse aux attentats, la réponse aux crises sanitaires que nous avons vécues dans le passé, comme la canicule en 2003 avec ses 30 000 morts au moins, et maintenant le Covid-19. Cette culture de la gestion de crise qui doit traverser tous les métiers est bien en place dans notre faculté et à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, particulièrement dans le périmètre de Sorbonne Université. Ceci conforte nos orientations sur la formation continue avec le diplôme d'université de gestion de crise animé par Mathieu Rau, les exercices de simulation de crise qui ont été effectués au sein de notre groupe hospitalier et le projet de centre de simulation dédié à la gestion de crise et aux attentats que nous avons commencé à construire sur le bâtiment Charcot, à la Pitié-Salpêtrière. Il y aura de toute façon demain l'impérieuse nécessité d'analyser en profondeur nos réactions et nos décisions face à cette crise sanitaire majeure à tous les niveaux et d'en retenir des recommandations pour le futur. Analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, décrire toutes les innovations multiples qui ont été produites, énoncer la connaissance sur ce sujet, ce qui est l'essence même du travail universitaire. Pour terminer cette interview, je voudrais remercier tous pour votre mobilisation exemplaire, pour votre solidarité et les qualités humaines que vous avez pu déployer face à l'adversité que constitue cette épidémie de Covid-19. J'aurais une pensée amicale pour ceux parmi nous qui ont été touchés par le Covid-19 et une pensée émue pour les patients que nous n'avons pas réussi à sauver, ainsi que leurs proches. Nous vivons une période difficile de notre histoire. Sachez que je suis particulièrement fier de ce que nous sommes collectivement en train de faire, de réaliser. Mais le combat est loin d'être terminé et je m'empresse d'y retourner. Bonne journée à tous.